J'ai envie de, si vous êtes tous OK, on va démarrer tranquillement. Donc, bonjour à tous, bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre qui est organisée en ligne dans le cadre de la 3e édition de Chantier commun. Donc, c'est une rencontre qui a pour titre Réparer la ville, l'expérience d'un pôle économique d'économie sociale et solidaire à Falaise. Donc, c'est une rencontre qui fait suite à 2 rencontres qu'on avait organisées en 2019 et en 2020 autour de l'économie circulaire, plutôt dans des territoires métropolitains, d'une part à la Grande Halle, au moment de la construction du bâtiment, avec voilà, la création aussi de la plateforme du WIP, de réemploi du WIP. Et puis l'année dernière au Havre, autour de la construction du hangar zéro, qui n'est pas terminé, hein, qui donne lieu à des chantiers participatifs cette année encore dans le cadre de chantiers communs pour la mise en œuvre du chantier. Et au Havre, la création de la plateforme de réemploi Permac. Voilà, on avait fait 2 journées, enfin 2 demi-journées plutôt dédiées aux professionnels, mais aussi aux étudiants, aux acteurs de la région, pour soutenir la filière qui est en train de s'organiser. Et suite à ces 2 journées, on a identifié le projet donc, qui nous intéresse aujourd'hui à Falaise, comme un projet qui peut être aussi inspirant pour des communes plutôt villes moyennes ou petites villes qui sont très nombreuses dans notre région et qui peuvent, elles aussi, à leur échelle, mettre en place ce type de projet voilà, saisir l'opportunité, comme ici, d'une friche commerciale pour pouvoir imaginer des projets expérimentaux, on va dire, puisqu'on va voir que cette notion est fortement présente dans ce projet-là. Et des projets aussi qui permettent de limiter l'étalement urbain. On va en parler aussi pas mal. Aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, la préservation des terres agricoles est un vrai enjeu. Et donc, prendre soin de la ville déjà existante, prendre soin et attention et réparer la ville existante, densifier les usages sur des espaces déjà artificialisés, fait partie des enjeux d'aujourd'hui et des pratiques aussi à développer. Alors, on va aborder plusieurs sujets dans le cadre de cette rencontre. D'abord, autour de l'économie sociale et solidaire, puisque c'est assez aux besoins des acteurs du terrain que répond ce projet, mais aussi à un modèle de société qui est porté par cette économie sociale et solidaire. On va aborder aussi dans le cadre de cette rencontre le choix du réemploi qui est porté par les maîtres d'œuvre et puis ensuite porté par les maîtres d'ouvrage aussi derrière. Et puis, aussi, en dernier lieu, on abordera la question de l'urbanisme circulaire qui est voilà, qui a été un terme qui a été lancé par Sylvain Grisot qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui et qui va nous en parler, qui va aussi faire du lien avec les échanges que nous allons avoir ensemble et qui va permettre du coup de donner du sens et de mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière cet urbanisme circulaire. Alors, autour de la table aujourd'hui, donc, un panel d'intervenants qui sont aussi à l'image de ce type de projet, c'est-à-dire qu'on parle de chantier commun, là, c'en est vraiment un, avec Clara Deval-Canuel, qui est vice-présidente de la communauté de communes du Pays de Falaise, en charge du développement économique, Rodolphe Thomas, vice-président de la région Normandie, en charge de la politique de la ville et de la cohésion sociale, et notamment de l'économie sociale et solidaire, qui soutient ce projet fortement. Léonard Daucher et Benjamin Leroux, qui sont les architectes de l'opération, reviendront sur l'opportunité que donne ce projet d'expérimenter pour eux dans leur pratique. À leur côté, Frédéric Adam, qui est directeur R&D du bureau d'études GEON, qui parlera de sa mission, qui est une mission aussi nouvelle, qui vient accompagner ce type de projet. Valentin Blanlot, qui travaille au WIP, lui, est animateur du club réemploi dans le bâtiment en Normandie et nous parlera de cette plateforme qui rassemble un certain nombre d'acteurs normands engagés dans ce type de démarche et qui travaillent à
à développer cette nouvelle filière. Et puis Sylvain Grisot qui fera une synthèse de tous nos échanges et qui nous parlera d'urbanisme circulaire et des enjeux qui sont derrière cette façon d'aborder le projet d'aménagement ou même plus largement même des enjeux de construction aujourd'hui. Alors, on va commencer avec Clara Deval. Je vais vous commencer à peut-être vous demander dans quel contexte et en réponse à quel besoin est né ce projet de pôle économie sociale et solidaire à Falaise. Bonjour à tous. Alors, je crois que notre vidéo, notre caméra est un peu figée, mais bon, c'est pas grave. Donc, peut-être, j'espère que vous nous entendez. Oui, bon, oui. Super. Donc, quelques mots sur ce projet, l'origine du projet. Nous avons fait le point en 2017. On a travaillé au niveau du Pays de Falaise sur notre projet de territoire. Et quand on a travaillé sur notre projet de territoire, on s'est aperçu, et je suis avec Jean-Philippe Ménil, le président de l'Interco, qui était aussi en charge de l'économie à l'époque, que 17% de l'emploi du Pays de Falaise était de l'emploi de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on s'est dit que c'était une particularité sur notre territoire et qu'il fallait conserver cet emploi et qu'il fallait travailler avec les acteurs par rapport aussi à leurs besoins propres à leurs associations. Donc, de là, nous avons recensé les besoins des associations de l'ESS et pour certaines d'entre elles, le besoin en locaux était identifié. De plus, il y avait à l'époque, et je salue le collectif et les associations qui sont présents en visio avec nous, il y avait aussi un projet de créer un garage solidaire qui était porté par une des associations. Et puis, il y avait le projet de création d'une ressourcerie, la Ruche. Et donc, quand on a discuté avec l'ensemble de ces associations, on s'est aperçu qu'il y avait c'était important de pouvoir leur proposer, de pouvoir travailler sur un bâtiment commun et de voir comment on pouvait les accueillir sur un même lieu. De là, avec les discussions, au fil et à mesure des discussions, il nous est apparu pertinent de pouvoir réhabiliter une friche, puisque voilà, à Falaise, il y a différentes zones commerciales et vous avez quelques friches commerciales, et dont celle de Point P. Et donc, on a identifié ces locaux-là, et pour nous, c'était l'opportunité de pouvoir réhabiliter cette friche et en même temps de pouvoir travailler avec les structures pour leur proposer un lieu pour réaliser leurs activités. Donc, vous avez 4 associations. Vous avez le Garage solidaire qui est porté par une entreprise d'insertion. Vous avez une entreprise, l'IPF, entreprise chantier d'insertion dans les espaces verts. Vous avez Poisson d'Avril, qui est aussi un chantier d'insertion pour l'activité journal, peinture et aussi un atelier de promotion sociale avec l'utilisation du carton. Et puis, vous avez la ressourcerie, la Ruche, qui va intégrer ce bâtiment. L'idée aussi pour nous, c'était de pouvoir faire un vrai projet collectif depuis le début, avant même d'avoir le bâtiment et puis de travailler avec les architectes. Et donc, c'était dans une démarche participative, collaborative, et donc d'avancer avec les associations sur ce projet-là. Donc, il y a eu une forte implication des associations. Le site qui a été retenu, le Point P, est dans un quartier, le quartier de Guibray, donc un quartier de Falaise. Ce site est proche du centre-ville. Vous avez à côté le centre aquatique d'ailleurs de la CDC. Vous avez pas loin les entreprises, la zone industrielle de Guibray. Donc, c'était aussi l'opportunité de redonner, de rendre attractif, de contribuer à rendre attractif ce quartier, de redonner aussi de la vie dans cet endroit. Et puis, au fur et à mesure des discussions, on a aussi travaillé, on est en train de créer une voie mixte, une voie cyclable dans la zone d'activité. Et l'idée, c'est de faire un lien entre
le centre-ville et puis cette zone de Guibray. Et donc, le projet Point P s'intègre totalement puisqu'il fait partie aussi de ce quartier. Quand on a commencé à travailler avec les architectes, ils ont été aussi force de proposition puisque c'est aussi le sujet. Ils nous ont aussi… Oui, on vous entend pas très bien là, Falaise. Coupure. Donc j'espère qu'on va les récupérer. Vous nous entendez? Oui, c'est mieux. Mais Je disais qu'il y a eu un vrai travail de fait avec les architectes et on les remercie pour avoir été force de proposition aussi sur ce projet, puisqu'on les a rencontrés avec Jean-Philippe et ils nous ont proposé donc de réutiliser, de faire un lot de réemploi pour ce projet et donc de réutiliser des matériaux soit du territoire ou soit d'autres territoires. Et on trouvait ça cohérent dans l'approche que nous avions aussi au niveau de la construction, puisqu'on est dans une démarche développement durable. Et voilà, on a trouvé intéressant ce type d'approche qui avait été fait au WIP d'ailleurs ou dans d'autres projets. Et donc, on a avancé sur ce sujet-là aussi avec les associations, puisqu'à chaque fois, on a, et peut-être qu'ils pourront confirmer tout à l'heure, on a réalisé de nombreuses réunions pour avancer ensemble, pour même dans l'utilisation du futur bâtiment. Ça nous a permis, et ça leur a permis, mais là, après, je ne veux pas parler à leur place, mais de renforcer aussi les liens entre les associations. Pour nous, c'était aussi important dans le cadre de notre politique de l'ESS de pouvoir renforcer les liens entre ces associations. Donc, ils ont travaillé sur une charte commune, il y a un travail collectif qui est engagé et je leur remercie d'ailleurs de leur implication aussi dans ce projet-là. Voilà, et puis on ne peut rien faire sans les financeurs. Bien sûr, je vois Rodolphe qui est là et je remercie la région pour son implication, mais également l'État, le département, et puis l'agence de l'eau, puisqu'on a travaillé aussi sur l'imperméabilisation, la désimperméabilisation du parking, la création d'une noue paysagère, et puis on va récupérer les eaux de pluie, notamment pour les activités du garage. Et donc, il y a eu aussi ce financement de l'agence de l'eau. Voilà, c'est vraiment… on a voulu avoir une attention vraiment particulière au niveau du développement durable avec le réemploi, avec le fait de réhabiliter une ancienne friche commerciale, le fait de se connecter au réseau de chaleur, puisqu'à Falaise, il y a un réseau de chaleur, donc ce bâtiment sera connecté, d'installer des panneaux solaires, de pouvoir intégrer des clauses sociales au marché de travaux. Et puis, donc, je vous parlais de la désimperméabilisation du sol, mais également l'accessibilité au site. Et la ruche ressourcerie a également une activité. On travaille avec eux pour la location de vélos. Ils récupèrent les vélos pour aussi les réutiliser. Donc, il y a un accès qui se fera pour les vélos et les piétons par la création d'une voie douce par la ville. Donc, voilà, c'est vraiment un beau projet collectif que nous mettons en place et qui est en route depuis maintenant quelques temps. Presque 2 ans. 2 ans. Presque 2 ans. Je ne sais pas si Jean-Philippe, tu veux continuer. Non, simplement, Jean-Philippe, Amélie, le président de la CDC, moi je voudrais en profiter aussi pour remercier Clara qui est sur ce dossier-là depuis 2 ans. C'est un travail de longue haleine et c'est vrai qu'on va arriver dans la phase finale et c'est très important. Et aussi Cédric qui est dans l'ombre là, mais qui a participé au quotidien sur ce projet. Et c'est vrai que, comme le disait Clara, c'est un beau projet et c'est surtout un projet qui va… c'est un projet d'avenir, c'est-à-dire qu'enfin, on va avoir un bâtiment sur Falaise, sur le pays de Falaise, qui a regardé toutes les possibilités avec les architectes de façon à réduire du gaspillage, tout simplement. C'est dit à travers le réemploi, mais c'est dit aussi à travers le réseau de chaleur et c'est dit demain à travers de la production d'énergie avec le toit et ça, c'est une bonne chose. Voilà. D'accord. Merci beaucoup.
Vous voulez compléter, Clara? Juste dire que, comme vous l'avez dit en préambule, que c'est important de montrer aussi que les territoires ruraux peuvent le faire et qu'on peut, peu importe l'échelle, je dirais, c'est une question de volonté. Et quand il y a les associations qui sont là, quand vous avez les architectes aussi qui sont là avec nous et les élus qui ont envie d'avancer dans ce sens, on peut le faire même sur un territoire de 28 000 habitants et sur une ville de 8 000 habitants. Je pense que c'est important aussi de dire pour que d'autres territoires prennent aussi un peu exemple et continuent et avancent aussi dans ce sens. Merci. En préparant cette rencontre, avec notamment Frédéric Adam, qui est plus en charge, enfin il en reparlera peut-être tout à l'heure, on se disait justement que les territoires ruraux étaient plus agiles, justement par la proximité de chacun des acteurs avec les décideurs, avec les financeurs, avec le terrain aussi, et que du coup, la Normandie, en ce sens, avec de tels projets, était une terre d'expérimentation voilà, vraiment particulièrement propice, quoi. Vous aviez évoqué tout à l'heure les financeurs. On a avec nous aujourd'hui Rodolphe Thomas qui représente la région, qui soutient à différents titres ce projet. Peut-être, Rodolphe Thomas, pouvez-vous nous parler justement des différentes politiques portées par la région qui se croisent, il me semble, dans ce projet-là? Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, très heureux de pouvoir participer à ces échanges. C'est vrai que la région Normandie est un des acteurs, donc, parmi tant d'autres, pour essayer d'accompagner ces projets. Moi qui suis en charge de la politique de la ville et de la cohésion sociale, mais aussi à l'ESS avec Linda Lahalle, on agit fortement sur les quartiers politiques de la ville. Mais ce que voulait aussi l'ensemble de l'équipe autour d'Hervé Morin, c'était comment traiter et travailler sur l'équilibre des territoires. Et on mise beaucoup sur l'EQPV, mais il faut aussi penser à ces communautés de communes telles que le Pays de Falaise. Et Jean-Philippe et Clara ont rappelé quand c'est des projets qui concernent bien sûr à la fois l'attractivité d'une ville, eh bien la région a pu répondre favorablement, surtout que l'on entre complètement dans ce que l'on recherche ensemble d'ailleurs, mais particulièrement la région, c'est comment redynamiser un centre-ville, comment faire en sorte de reconstituer des friches dites industrielles, c'est le cas du projet qui nous accompagne, comment densifier des périmètres pour éviter l'étalement urbain sur l'ensemble des territoires et particulièrement sur le Pays de Falaise. Donc, toute initiative de ce genre, bien la région qui est quand même un des acteurs parmi tant d'autres, quand même un acteur qui suit et accompagne l'économie sociale et solidaire, et on finance et cet accompagnement est bien sûr essentiel, surtout lorsque ça valorise l'économie sociale et solidaire. On n'imagine pas, Clara l'a rappelé, effectivement, près de 17% des effectifs sont dus ou grâce à l'ESS, mais quand on voit sur l'échelle de la région Normandie, c'est près de 11% et à peine 10% sur les territoires en France. Donc, tout ça pour rappeler que sur le territoire du Pays de Falaise, voilà, il y a une volonté politique et qu'il y a une véritable opportunité pour démontrer que l'ESS apporte une valeur ajoutée économique, sociale et sociétale, et particulièrement donc environnementale. C'est ce qu'on essaye aussi, encore une fois, de promouvoir pour toutes sortes de projets comme celui-ci. Rappelez qu'à Hérouville, pour ne pas faire de la pub, c'est vrai qu'à Hérouville, on a le pôle régional de l'économie sociale et solidaire, on regroupe à la fois Créacop 14, la NEF, la CRES. Ça permet aussi d'essayer de créer une dynamique d'ensemble et qu'on puisse avoir à la fois un rayonnement à l'échelle de la Normandie, particulièrement en ce qui nous concerne, sur le Calvados. Et puis, doublement, moi, ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est qu'au-delà de l'ASS à Hérouville, il y a aussi Transmission 14, qui est à Hérouville aussi. Je ne sais pas si certaines ou certains le savaient. Donc, on accompagne Transmission 14, qui est un garage solidaire, qui a été, inauguré il y a maintenant... je crois, un an et demi. Et donc, effectivement, sur le volet, surtout dans le milieu rural ou urbain,
c'est vrai que la problématique de la mobilité est un frein au développement et à l'emploi ou à l'insertion professionnelle. Donc, toute initiative de ce type autour de ce garage solidaire eh bien, doit aussi être voilà, un des éléments qui permet justement de pouvoir solvabiliser, pérenniser cette action et surtout lorsqu'on s'adresse à des publics les plus en difficulté. Ils ne sont pas que dans les quartiers QPV, mais aussi dans les quartiers ruraux. Donc, on est sur cette volonté d'équilibre des territoires, mais l'équilibre des territoires, elle viendra justement par rapport aux acteurs politiques dans le bon sens du terme, tels ce qu'a présenté Jean-Philippe et Clara au Pays de Falaise. Donc, et c'est vrai que moi, étant très, très attaché, mais comme nous tous, sur l'insertion sociale et professionnelle, ça a été listé tout à l'heure par Clara, l'ensemble des acteurs donc sont réunis pour réussir ce projet et de reconversion de cette friche commerciale, entre guillemets, je crois, presque en centre-ville. Donc voilà, toutes les planètes sont alignées, à la fois pour démontrer que sur une ville comme Falaise, eh bien, voilà, il y a un potentiel. Eh bien, essayons de favoriser, d'accompagner et surtout de mettre l'accent sur l'emploi et l'insertion professionnelle et particulièrement la formation. Et ça, c'est essentiel. Donc, quand la région sera sollicitée sur tous ces projets qui accompagnent les publics les plus éloignés de l'emploi, mais qui aussi par moment ont dernier cliquet, c'est comment favoriser l'insertion autour de la formation. Ça, je vous y invite très, très, très largement. La région répond très favorablement, surtout lorsqu'il y a des contrats aidés. Les contrats aidés, comme vous le savez, sont subventionnés par la directe, par l'État, mais aussi en termes de formation. Ça, c'est ce que j'ai déployé il y a un peu plus d'un an maintenant. Tous les contrats aidés de la région Normandie eh bien, sont accompagnés avec un grand dispositif de formation, ce qui n'était pas le cas il y a encore une petite année. Donc ça, c'est aussi des domaines sur lesquels moi, je suis très attaché. Donc voilà, tout ça, c'est à la fois la reconstitution des matériaux, la revalorisation des matériaux, mais aussi la réinsertion sociale et professionnelle. Eh bien, écoutez, je pense que c'est une très belle chose et une belle aventure humaine et solidaire qu'il faudra bien sûr continuer à développer. Alors moi, je ne suis qu'un humble serviteur, je fais ce qu'on me dit de faire et donc surtout dans des projets comme celui-ci qui a toute notre attention. Merci Rodolphe Thomas. Merci aussi de rappeler justement, c'est pour ça qu'on voulait aussi bien poser au départ les attentes et les besoins du territoire, c'est bien poser aussi le cadre du projet avec son volet social, c'est cette idée de s'adresser à tous et de porter un projet humain. On parle d'architecture et d'urbanisme, mais avant tout, ce sont les forces vives qui sont au cœur de ces projets et qui vont revitaliser tous ces territoires. Et donc, c'est important aussi d'avoir des acteurs comme ça, comme la région, par exemple, qui soutient justement plein d'initiatives qui vont en ce sens. Alors, on va poursuivre notre rencontre en allant un peu plus sur le terrain de l'architecture avec Benjamin Leroux et Léonard Daucher qui vont nous parler de la façon dont ils ont abordé ce projet et dans l'état d'esprit dans lequel ils se sont saisis de cette opportunité pour voilà, porter des valeurs et apporter des éléments voilà, qui leur semblaient centraux dans le projet, en cohérence justement avec ce projet social. Proposer du réemploi, qu'est-ce que ça veut dire et voilà, comment eux, ils ont abordé ce projet. Je vous laisse la parole, Léonard et Benjamin. Bonjour. Bah, déjà, la manière dont on a abordé ce projet-là, c'était finalement de manière très simple parce que pour nous, c'est les projets doivent être faits comme ça maintenant. C'est les projets qui sont intéressants aujourd'hui pour nous, c'est-à-dire de rénovation, de friches industrielles et qui peuvent encore, dans de nombreux cas et pour de nombreux architectes, paraître comme un peu ingrats parce que c'est pas un patrimoine industriel remarquable, classé, ou je sais pas quoi, et que ça permet pas de travailler directement pour la photo. C'est pas des projets où on travaille pour la photo, pour la publication, je sais pas. Mais c'est des projets qui pour nous sont comment dire, essentiels et qui sont dans une forme logique
doit être l'architecture en ce moment, c'est-à-dire d'avoir un point de vue peut-être un peu plus large sur l'écologie. C'est pas dans le sens où je sais pas, c'est pas l'école où Saturbois toute neuve, toute belle, toute propre avec tous les matériaux écolos et tout ça, mais c'est un projet qui, d'après nous, est profondément écolo déjà dans le sens où il abrite, il héberge des associations qui, par leur existence même et par leur activité, sont essentielles, enfin, sont écologiques et ont un comportement écologique et sont indispensables dans une société. C'est écologique également parce que bah, c'est la rénovation d'un endroit qui était abandonné depuis des années et dont finalement personne ne savait trop quoi faire. Et donc nous, on s'est attaché à, en gros, essayer de comprendre tout ce qu'il y avait d'intéressant dans cet endroit-là. Et ces bâtiments-là, ils sont finalement très intéressants car très simples structurellement. C'est juste deux grands bâtiments industriels avec une structure très classique et qui permettent d'avoir de grands espaces, de grands volumes et qui donc permettent de créer des aménagements très simples et de faire des bâtiments flexibles et réversibles. L'idée, c'est de ne pas être les derniers à intervenir, de bien penser que nous, enfin, notre intervention, c'est qu'une étape, que après, il faut que le bâtiment puisse évoluer, que le bâtiment puisse évoluer sans une dépense d'énergie considérable. Et donc, c'est faire cette étape le mieux possible et laisser le plus de portes ouvertes pour la suite, que ce soit pour l'évolution de l'activité des associations qui peut toujours changer, que ce soit l'arrivée éventuelle de nouveaux intervenants, enfin voilà, laisser la porte ouverte un peu à futur de ce bâtiment-là. On va poursuivre sur le projet en lui-même. Donc, je vais faire un petit partage d'écran. Je ne sais pas si c'est nous qui devons le faire directement. Je peux mettre directement. Et donc, dans la façon dont nous, on a abordé le projet, en fait, elle est très très simple. On va vous faire passer des photos de l'existant parce que finalement, le projet, il s'est révélé par lui-même, par cette nature sauvage. Pour nous, en fait, c'était hyper important voilà, ça peut paraître extrêmement délabré, mais pour nous, ça réenchantait un petit peu ce lieu d'activité commerciale et c'est dit que c'était hyper important de conserver cet aspect-là. Cette nature qui reprend le dessus sur la ville qui a été asphaltée, qui a été étanchée. Et voilà, donc nous, on s'est dit, on va réparer la ville de cette manière-là en révélant en fait cette nature sauvage qui prend le pas sur l'activité humaine en quelque sorte. Donc l'idée première, c'était donc de conserver toutes ces lignes végétales qui avaient repris ces droits. Et donc on a pris vraiment toutes ces contraintes-là pour faire nos aménagements paysagers. Donc c'était un petit peu contradictoire avec le programme, parce qu'on devait aménager un grand parking extérieur, donc qui dit parking dit marée noire, dit enrobé. Dit nous, non, on va garder la végétation, c'est elle qui va nous permettre de structurer ce territoire, ce site. Donc là, vous pouvez voir, on a la végétation qui a pris le dessus sur tous les joints de fractionnement de l'enrobé. Et en fait, en partant de là, on s'est dit, allez, on va aller pousser les choses jusqu'au bout, on va conserver l'enrobé sur place, et puis voir ce qui peut se passer. Donc on s'est inspiré d'un projet. Donc voilà, là, c'est vraiment pas sexy, mais on s'est dit, si la végétation peut reprendre le dessus, elle peut aussi réenchanter cet enrobé. Donc on va avoir plein d'espaces paysagers qui reprennent le dessus sur cet espace. On a créé aussi tout un paysage avec une idée d'infiltration des eaux. Donc ça, c'était une démarche aussi de la maîtrise d'ouvrage qui est au projet. Donc on vient désimperméabiliser. Sans vouloir créer trop de déchets, on essaye de conserver l'enrobé, donc comme on montrait sur cette image-là. On vient créer aussi une paysagère. L'enrobé en trop, on s'est dit on pourrait aussi le conserver. Et puis, donc là, je vous invite à regarder les images en bas à droite. De réemployer en fait l'enrobé pour créer des murets de retenue d'eau. Et donc en fait, l'idée de réemploi, elle est aussi un peu partie de ça pour le bâtiment. On s'est dit, si on peut réutiliser l'enrobé, on peut réutiliser plein de matériaux. Et je pense que c'est vraiment ce projet, même si nous, on avait déjà des convictions écolo, comme on peut le dire.
On ne pensait pas forcément intégrer le réemploi à chacun de nos projets. Là, le réemploi, il s'est un peu imposé par lui-même, par le cercle vertueux qu'imposait le projet. Et donc l'idée, c'est ce que disait aussi Benjamin tout à l'heure, c'est que ce bâtiment-là, donc nous on est arrivé, on fait quelques petites interventions pour que voilà, on puisse accueillir un programme tel qu'il nous a été demandé. Et on s'est dit aussi, il faut que ce site il puisse être adaptable aussi aux usages futurs. Donc ça veut dire dans le bâtiment, il faut qu'il puisse être adaptable pour éventuellement d'autres associations ou d'autres usages. Et puis l'extérieur aussi. Donc étant donné qu'on a désimperméabilisé, on se dit, est-ce que cette terre, cette pleine terre, on ne pourrait pas la réutiliser pour plus tard, l'après-pétrole, en faire un lieu où on pourrait cultiver en pleine terre et en faire une ville, faire de ce lieu un lieu de culture et pourquoi pas de ferme urbaine. Alors, je ne sais pas après si éventuellement on passe sur le réemploi direct avec Frédéric, ou si tu as d'autres questions, Elisabeth, sur le sujet, on a peut-être quelques petites choses à toi de voir. Oui, moi j'avais une question, puisqu'il y a quelques années, on a fait visiter la COP 5% à Caen, qui est un hangar à peu près similaire et sur lequel tu as travaillé, Benjamin, à la réhabilitation avec les coopérateurs. Voilà, c'était aussi un programme de ressourcerie, de coopératives, de produits, une cantine. Enfin, il y a des similarités entre les deux programmes. Peut-être nous dire en quoi cette expérience à Falaise vient poursuivre ou nourrir des choses que tu avais expérimentées à Caen avec cette COP. Ouais. Et ben, un des points comparables et qui était super, c'est toute la partie de conception qui se fait vraiment avec les occupants du site, que ce soit à la COP avec les futurs occupants ou que ce soit ici avec les associations. Pour ça, c'est indispensable pour nous de parler aux usagers, donc ça c'est super. Au-delà de ça, c'est assez difficile à comparer parce que par exemple, ici, le budget, il n'est pas. Voilà, le budget est raisonnable, mais pas incroyable. Mais en fait, c'est raisonnable. Voilà, il y a le budget qu'il faut pour faire ce projet-là. Pour se donner un petit ordre d'idée, la COP 5%, il faut diviser par 4 le budget pour le prix au mètre carré. C'était vraiment. C'est vraiment deux projets qui ont une échelle complètement différente. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que. Il y a toujours moyen. En fait, moi, je l'ai abordé de la même manière en disant que on est là pour créer un bâtiment flexible, réversible, qui va s'adapter aux évolutions, qui va s'adapter aux éventuels changements de programme et qui va surtout ouvrir la porte au maximum pour que les associations ou les occupants, en arrivant, ne se retrouvent pas bloqués par notre travail et au contraire se retrouvent en possession d'un outil qu'elles peuvent aménager aussi comme elles le sentent. Et donc finalement, c'était un peu le même principe pour la COP. On a été peut-être un peu moins loin parce qu'il y avait moins de budget, mais finalement, c'était la même chose de se dire c'est un bâtiment qui est aujourd'hui évolutif et qui peut complètement s'adapter à une évolution de l'activité de ce type de projet qui souvent sont voués à évoluer parce que c'est souvent des formes d'activités nouvelles avec pas forcément beaucoup d'exemples, et donc c'est voué à évoluer, et c'est ce qui rend aussi ces projets beaux et intéressants. Voilà, c'est aussi pour montrer que le recours à l'architecte pour des projets avec des budgets très divers ou des formes d'organisation aussi ou de portage différents, soit par des COP, soit par des collectivités, soit par tout autre porteur de projet, peut trouver réponse avec un architecte qui du coup se met au service aussi du budget disponible, des forces vives aussi disponibles, puisque je crois que la COP, les coopérateurs ont participé à une partie des travaux. Voilà, c'est pour aussi ouvrir dans les petites villes ou les communes rurales, c'est aussi possible de travailler avec un architecte pour mener ce type de projet. Alors, on va poursuivre, si vous en êtes d'accord, avec Frédéric Adam, qui a été missionné dans le cadre de ce projet
pour identifier, alors il va nous expliquer un peu le cadre de sa mission, mais en préparant cette rencontre, on se disait que c'était des missions qui étaient nouvelles. Et peut-être, Frédéric, vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est nouveau et en quoi ce projet à Falaise vous permet d'expérimenter aussi, vous, dans le cadre de votre activité professionnelle. Oui, merci. Alors, effectivement, donc, nous, Géon, on est un bureau d'études environnementales. On intervient dans le secteur de l'immobilier et du développement durable. Et donc, on s'intéresse depuis de longues années à l'économie circulaire et au réemploi. Et malgré ça, en fait, le réemploi, c'est encore quelque chose d'assez rare sur les projets. Et effectivement, on est dans une démarche d'expérimentation parce que ce qu'on a essayé de reproduire sur ce site, eh bien, il n'y a qu'un projet à notre connaissance qu'il a déjà fait, c'est celui que vous avez cité en introduction tout à l'heure, c'est celui de la Grande Halle de Colombelles, juste à côté de Caen, qui a fait l'objet d'un lot réemploi pour apporter des matériaux issus du réemploi aux entreprises qui vont construire le bâtiment. Et effectivement, ça reste de l'expérimental puisqu'il y en a qu'un qui a été fait comme ça, de projet. On sait que c'est difficile, qu'il faut préparer ça en amont le plus tôt possible. Et là, les architectes ont bien compris qu'il fallait s'y intéresser dès la phase conception. Et c'est pour ça qu'ils sont allés proposer cette mission d'AMO réemploi à la collectivité. Voilà, donc c'est notre rôle sur le projet, pour parler très concrètement, c'est de faciliter le réemploi qui aura lieu sur le projet une fois qu'on sera sur le chantier. Donc, on va essayer de trouver des gisements de matériaux qui correspondent aux besoins de matériaux pour la réhabilitation de ce site. Donc, ça veut dire tout simplement faire un état des lieux des bâtiments qui vont être démolis autour du site et dans un périmètre temporel, un planning qui correspond à celui du projet pour éviter de stocker trop longtemps les matériaux. Et puis ensuite, il faut imaginer quels sont les processus de reconditionnement dont on a besoin pour remettre tous ces matériaux qui sont issus de sites qui vont être démolis, hein, je rappelle. Donc, essayer de reconditionner ces matériaux pour qu'ils aient une durée de vie maximum et qui correspondent à des états d'usage qu'on va retrouver dans le neuf, équivalent au neuf. Et puis, il faut aussi préparer ça en avance. Et c'est vrai que ce sont des choses, des actions qui ne sont pas du tout dans les habitudes des entreprises, qui ont vraiment l'habitude, elles, de travailler avec des fournisseurs de matériaux neufs dont on connaît parfaitement les caractéristiques longtemps à l'avance. Là, ce n'est pas le cas. On va trouver des matériaux qui ont déjà eu une vie et qu'il faut reconditionner et peut-être adapter un petit peu le projet à ces caractéristiques de matériaux. Donc, on va faciliter ce travail en accompagnant l'architecte et le maître d'ouvrage, en rédigeant des clauses dans le marché de travaux pour préparer tout ça. Donc, voilà ce que je peux dire sur la préparation. En préparant cette rencontre, justement, vous me disiez qu'on ne trouvait pas forcément les matériaux si facilement en périphérie du chantier, en périphérie de Falaise ou dans le pays de Falaise. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de l'air, du coup, et pourquoi on va aussi loin ou pas d'ailleurs? Alors, effectivement, si je continue le parallèle avec la Grande Halle de Colombelles, où il y avait des travaux de l'ordre de 18 mois de chantier, donc quelque chose d'assez courant, ça laisse le temps, en fait, pendant toute la phase de gros œuvres ou de curage, d'aller chercher des chantiers pas loin. Et en fait, tout près d'une métropole comme Caen, eh bien, en 18 mois, on a de nombreux chantiers qui peuvent servir de gisement. Là, la particularité de notre projet, c'est que les travaux sont plus courts. Et la métropole sur laquelle on travaille est moins importante, donc avec moins de densité de chantier. Et donc, ça nous oblige à aller chercher, à élargir un petit peu notre recherche pour être sûr de trouver des matériaux qui correspondent à nos besoins au moment où on en a besoin. Donc là, par exemple, on va aller jusqu'à Paris. Alors, c'est aussi parce que on travaille, nous, chez Géon, aussi à Paris, et où on a des maîtres d'ouvrage qui vont démolir des bâtiments d'assez grande qualité, d'ailleurs, avec des matériaux de très bonne qualité, qui correspondent à nos besoins et qui sont pile dans le bon planning, alors que sur Falaise, les matériaux, les bâtiments qui seront démolis, qui pourraient correspondre à nos besoins, seront démolis trop tard et on n'aura pas le temps d'attendre pour construire le bâtiment. Donc voilà, c'est ça qui est aussi expérimental, c'est qu'il faut s'adapter à chaque fois à la taille du projet, au territoire dans lequel on est,
Et pour le moment, les pratiques de réemploi et surtout les flux de matériaux issus du réemploi sont encore assez faibles. Il y a encore assez peu de projets qui en génèrent. Et puis, il y a assez peu d'acteurs qui travaillent dessus. Donc, il faut effectivement préparer ça très en amont pour sécuriser les gisements. C'est très important. Sinon, on se retrouve sur le chantier avec des entreprises qui finalement n'ont pas de matériaux de réemploi et vont être obligées de faire du neuf. Donc, c'est dommage. Vous disiez que vous aviez une antenne à Paris et une antenne à Caen. On parle beaucoup de réemploi, en tout cas dans les médias, dans la région parisienne. On a l'impression que c'est très développé en région parisienne, mais peut-être que justement l'échelle de Falaise permet d'aller plus loin. Peut-être partager votre expérience là-dessus. Oui, il faut pas dire du mal des projets parisiens. C'est vrai que sur Paris, on a des chantiers qui sont d'ampleur plus importante, hein. Alors on travaille beaucoup dans l'immobilier tertiaire et c'est vrai que le bureau moyen à Paris, c'est très vite plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Et donc, ça génère des quantités de matériaux assez importantes. On a une pression foncière et financière pour faire sortir ces projets le plus vite possible qui est très importante. Malheureusement, souvent, on a du mal en fait à caler sur ces projets-là, sur ces plannings et ces contraintes de projet, des contraintes qui sont de l'ordre expérimental, qui sont celles du réemploi, où il faut se donner un peu de temps pour préparer les choses. Voilà, à Paris, on parle beaucoup de réemploi, mais malheureusement, il y a beaucoup effectivement, il y a beaucoup de ressources qui sont potentiellement récupérables. Mais la grosse difficulté que l'on observe, nous, sur les chantiers, c'est qu'en fait, on a beaucoup de mal à intégrer ces matériaux-là. Donc, il y a potentiellement une énorme ressource, mais le travail avec les architectes, avec les maîtres d'ouvrage pour intégrer ces matériaux qui demandent du temps pardon, et qui demandent pas mal de contraintes logistiques sur les chantiers sont assez fortes et encore plus fortes sur ces chantiers avec beaucoup de pression. Et ça fait que du coup, malgré le gros potentiel, on a encore assez peu de projets qui sont capables d'intégrer massivement des matériaux issus du réemploi. Et c'est la différence, je trouve, avec les projets en région qui sont de plus petite taille, de moins grande ambition, mais pas en termes d'environnement, puisqu'on arrive justement là, si on arrive à fournir les matériaux qu'on a prévus, on aura quand même un taux de réemploi très important qui va concerner de nombreux lots sur le projet. Donc, c'est plus que ce qu'on fait d'habitude sur un projet. Alors, effectivement, en quantité, c'est pas énorme, puisque si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 1600 mètres carrés de construit, mais en pourcentage, c'est quelque chose ça va beaucoup plus loin qu'ailleurs, et ça nous permet justement de tester les limites de ce qu'on sait faire en réemploi aujourd'hui et de servir d'exemple pour d'autres projets. On apprend beaucoup sur ces projets-là. Voilà, c'était important de le dire parce que nous, par ailleurs, Territoire Pionnier expérimente aussi pas mal de choses dans d'autres sujets en Normandie et justement cette agilité constatée à Falaise dans une petite ville ou ville moyenne, nous on le retrouve aussi sur d'autres sujets et du coup c'est l'opportunité d'expérimenter, d'aller plus loin, d'être au contact en contact des uns des autres, renforcer les liens entre acteurs et permettre aussi d'avoir une première expérience collective partagée qui permet à tous de capitaliser et d'intégrer ensuite ces bonnes pratiques dans d'autres projets à l'avenir. Si je peux dire un tout petit mot de plus sur les acteurs et plus que sur le projet, c'est vrai qu'on est aussi dans une région plus à taille humaine et voilà, autour de la table, là, on retrouve des visages que l'on croise souvent et c'est vrai que là, par exemple, nous, sur le sujet du réemploi, on a le soutien de la région Normandie, de l'ADEME, qui crée un club du réemploi. Valentin en parlera plus tard, mais c'est aussi des lieux qui nous permettent de nous retrouver, de capitaliser sur les expériences de chacun. Et justement, si nous, au Géon, aujourd'hui, on est capable de proposer un accompagnement, c'est parce qu'on a appris dans ce cadre-là, parce qu'on a bénéficié de ce chantier précédent qui est la Grande Halle, et que l'accompagnement des différents acteurs de la région nous permet d'apprendre et de continuer à capitaliser là-dessus. Donc, je trouve que c'est pour dire aussi un petit peu du bien de la dimension humaine qu'on a en région. Merci. On va continuer à parler des acteurs justement avec Valentin Blanlot, qui est le coordinateur du club réemploi dans le bâtiment en Normandie. Peut-être Valentin nous raconter un peu quelles sont les missions de ce club réemploi, qui participe, comment en faire partie et voilà.
Super, merci Elisabeth. Expérience du terrain. Pour l'invitation. Oui, donc Valentin, effectivement, j'anime le club des acteurs du réemploi dans le bâtiment en Normandie depuis septembre-octobre. L'idée de ce club qui a été créé en 2019 et qui s'inscrit donc dans la stratégie économie circulaire régionale, donc portée par la région, l'ADEME et l'État, c'est effectivement principalement de créer du lien. Créer du lien, comme l'a dit Frédéric, entre les différents acteurs. Aujourd'hui, le club, il réunit une quarantaine de structures. Donc, on retrouve autant des associations, des entreprises du bâtiment, des entreprises de l'insertion, de la démolition. On va retrouver des bureaux de contrôle. On a également la présence des collectivités, qu'elles soient urbaines ou rurales ou périurbaines. Des sociétés coopératives, on retrouve des ressourceries. Finalement, on retrouve des tiers-lieux aussi, un panel assez représentatif des acteurs de la filière. En tout cas, ça montre qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre autour de la table tous ces acteurs pour proposer des offres, pour structurer des filières et pour susciter l'envie chez la maîtrise d'ouvrage d'intégrer du réemploi, puisque comme aussi l'a bien précisé Frédéric, au travers du pôle ESS, on voit bien que le réemploi, il est poussé par une volonté affirmée de la maîtrise d'ouvrage d'intégrer des matériaux de réemploi dans ces constructions. Donc, voilà, le club, il a donc cette mission principale de faire du lien, de créer la rencontre, l'interconnaissance entre les acteurs sur un territoire qui est la Normandie, qui est assez vaste. Le deuxième objectif du club, c'est vraiment de pouvoir promouvoir cette pratique. Alors, d'où notre présence aussi. Cette pratique, on va la promouvoir autour de la diffusion de plaquettes, d'informations. Ça peut être l'organisation de rencontres, de visites. Enfin, voilà, il y a différents formats qui nous permettent de tout simplement de promouvoir à la fois les solutions qui sont proposées par les entreprises, mais aussi les projets qui sont menés par tous ces acteurs. Donc, on parle aujourd'hui du pôle ESS. Vous aviez parlé l'année dernière donc du hangar zéro au Havre, de la Grande Halle. Je pense aussi aux 4 maisons individuelles que les foyers normands ont réhabilité en intégrant du réemploi aussi sur Colombelle. Mais voilà, on sent que c'est de plus en plus, en tout cas, d'intention de la part de la maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, d'intégrer du réemploi. Il y a encore de sérieux freins à lever, mais quand on a cette motivation, cette envie et surtout les moyens en face, on peut faire de belles choses. C'est vrai qu'on peut aller assez loin en termes de réemploi. La dernière mission, l'autre mission du club, c'est vraiment d'outiller les acteurs. Donc le club, il se focalise sur le développement d'offres de services. Donc, l'idée, c'est aussi d'offrir des outils à l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir proposer des solutions de réemploi, que ce soit sur le volet conception, ingénierie, comme sur la partie chantier, notamment avec des solutions logistiques et la fourniture de matériaux prêts à l'emploi. Alors, comment nous solliciter, comment rejoindre le club? C'est assez simple puisque donc l'État, la région et l'ADEME ont mis en place, ont développé une plateforme qui s'appelle nessi.normandie.fr. Je peux mettre le lien peut-être dans le fil de discussion de notre rencontre. Sur cette plateforme, vous allez retrouver l'ensemble des clubs de tous les piliers de l'économie circulaire. Et donc, il y a un club qui s'appelle le Club du réemploi dans le bâtiment. Vous pouvez consulter les documents qui sont partagés par le club et qui sont pour une partie publique. Vous pouvez nous solliciter en nous envoyant un mail au travers de la plateforme, mais vous pouvez aussi vous inscrire au club directement depuis la plateforme. Le club, il a pris l'habitude de se retrouver une fois par trimestre, de se retrouver en ligne ou physiquement. Et la prochaine rencontre a lieu mardi prochain, le 16 mars, donc pour une partie de ceux qui seront en visio et l'autre partie sur site à Colombelle.
On essaye, c'est vrai, au mieux de se déplacer dans différents sites en région pour pouvoir, notamment pour l'équilibre on va dire l'égalité des chances pour accéder au club, on essaie de se déplacer de site en site. On avait envisagé d'aller à Vernon, puisque faut savoir que à Vernon, il y a la Manufacture des Capucins, qui est un futur tiers-lieu, dont le chantier démarre, chantier de réhabilitation d'un bâtiment historique, et qui va intégrer également une forte démarche de réemploi, en tout cas de valorisation du patrimoine bâti, donc là avec du réemploi sur site assez important. Malheureusement, on ne pouvait pas aller visiter, donc ça aura lieu à la Grande Halle et en visio. Donc je vous invite, je mets le lien dans le fil de discussion, et je vous invite à nous solliciter ou à rejoindre le club. Merci Elisabeth d'avoir mis le lien d'ailleurs, tu l'as fait avant moi. Super. Je voulais aussi parler, si vous voulez aller plus loin, peut-être, et aussi visiter la plateforme de réemploi qui est au WIP à Colombelles. Il y a une visite qui est organisée le 25 mars dans le cadre de Chantier commun. Donc, il est possible de s'inscrire. Je vais vous partager aussi le lien dans le chat là, pour pouvoir aller découvrir sur site, parce que là, c'est bien la visio pour se retrouver un peu au quatre coins de la Normandie, mais de pouvoir aller visualiser qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme, comment ça s'organise, de voir aussi un bâtiment en réemploi, puisque la Grande Halle, c'est quand même une sorte de référence quand même en termes de réemploi, et l'architecture qui va dans ce sens-là. Voilà, donc je ne sais pas, Valentin, s'il reste des places, mais je crois que oui. Oui, il reste un peu de place, pas énormément puisqu'on est limité en jauge, mais il reste des places. Et pour ceux qui pourront pas venir cette fois-ci, on envisage de les poursuivre. C'est une rencontre qui a lieu une fois par mois, généralement le dernier jeudi de chaque mois. Et on prend le temps, effectivement, au travers d'une visite guidée de la Grande Halle, de vous parler du réemploi. Donc de toutes les étapes, de comment ça se passe d'un point de vue projet, d'un point de vue assurantiel, d'un point de vue économique, etc. Il y avait une question dans le chat, là, juste parce qu'elle fait écho directement à ce que tu dis, et peut-être vous en discutez au sein du réseau. Est-ce que vous diriez que le réemploi coûte plus cher? J'adore cette question. Ben voilà, c'est pour ça. Non, je pense pas, non. Je pense pas. Enfin, ça dépend comment on calcule, mais Oui. à l'avenir, je pense que ça nous coûtera moins cher. Voilà, c'est clair et précis. clair, Justement, mais... ça peut faire une bonne transition pour Sylvain Grisot, qui justement se questionne sur l'avenir justement de la construction et des enjeux qui président à tout ça, avec son manifeste pour un urbanisme circulaire en vue d'alternatives concrètes à l'étalement de la ville. Sylvain, je suis là. Voilà, vous pouvez prendre le relais, je pense, parce que justement, le réemploi coûte plus cher ou moins cher. En fait, c'est peut-être plus trop la question, parce qu'il y a d'autres enjeux qui vont prendre le dessus. Et voilà, je vous laisse prendre la main. Elle est intéressante, cette question des coûts, parce qu'elle pose une question centrale par rapport, y compris à ce travail-là, à votre projet. C'est la question du modèle. Aujourd'hui, le processus constructif ou le processus d'aménagement, il est fondé sur une vraie industrialisée, c'est-à-dire une vraie industrialisation avec évidemment des coûts d'échelle qu'on va retrouver à tous les niveaux. Et donc, on est obligé, quand on est sur des questions de réemploi, alors qu'on est sur de l'expérimental, de justifier le fait qu'on n'a pas encore les économies d'échelle que connaissent un siècle d'industrialisation du processus de fabrication de la ville. Donc, il y a un moment, c'est compliqué, évidemment, de juger l'état actuel d'un processus qui reste expérimental, quoi qu'il en soit, de fait de son échelle, avec quelque chose qui est installé et qui est intégré. Je disais qu'on a choisi d'industrialiser la ville. Moi, c'est vraiment, au-delà du bâtiment, la ville elle-même industrialisée à l'image de la Ford T. La Ford T, c'est pas une innovation technologique, c'est à un moment, on standardise les choses. Henry Ford disait les Américains ont le choix de la couleur tant que c'est du noir. Donc, on fait des objets standards, ce qui permet d'optimiser la chaîne de production. Et la chaîne optimale de production, c'est quoi? C'est chacun son rôle, chacun sa fonction. Chacun le fait très bien, mais il fait toujours la même chose. Et on vient limiter le dialogue entre les uns et les autres. Alors, c'est assez intéressant, parce que là, on a typiquement l'exemple
d'architectes qui se disent que non seulement ils ne sont pas les premiers sur un bâtiment, mais ils ne seront pas les derniers. D'architectes qui nous disent que en fait, ils travaillent sur le programme. Non, c'est le travail du programmiste, hein, qu'on soit bien clair. Vous n'avez pas à parler avec les gens, on vous demande de suivre le programme, par ailleurs que j'apprends que vous n'avez pas respecté. Donc scandale, hein, que vient faire la loi MOP? On a un problème d'organisation et tout va mal. On a des AMO techniques, hein, sur la question du réemploi. Il y a une vraie technicité associée à ça. Oui, on se pose la question de la récupération, de l'emballage, du transport, de la distance, de l'impact carbone, etc., etc. En fait, on s'aperçoit qu'essentiellement, ce qu'ils font, c'est mettre autour de la table des gens de façon à ce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont des points communs et qu'ils ont une capacité à parler ensemble. Donc, on voit bien qu'on a du mal, en fait, quand on fait avec, quand on travaille dans l'existant, on a du mal à bien spécifier la tâche de chacun, hein, le rôle de chacun. Et en fait, nos postes de travail industriels, ils commencent à exploser. Alors, moi, mon parti pris, c'est de dire que c'est déjà de rappeler qu'en fait, on a fait le choix globalement de la construction neuve et de l'étalement urbain il y a 50 ans. Pas il y a un siècle, il y a 50 ans, et ça a vraiment commencé il y a 50 ans. En fait, ça a vraiment commencé dans les années 80. Si vous comptez bien, ça fait moins de 50 ans. Par contre, il n'y en a aucun de vous qui était conscient à l'époque. C'est-à-dire que tout notre référentiel, notre point de référence, il est basé uniquement là-dessus, c'est-à-dire du concours d'architecture, hein, des couvertures de revues, hein, je suis désolé, mais on forme encore comme ça dans les écoles d'architecture, même si on a un certain nombre, et surtout parmi les architectes, j'en suis pas, qui prônent évidemment des ruptures, hein, parce qu'on a besoin non seulement de sachants pour lutter contre les enjeux du siècle, pour y répondre plus exactement, on a besoin de sachants, on a besoin de spécialistes, on a besoin surtout de gens en capacité de faire projet et d'agréger les acteurs. C'est la définition de l'architecture. C'est pas juste le dessin, c'est l'ensemble de tout ça. Je vous invite à lire une interview qu'on a fait de Christine Lecomte récemment sur Dixit.net, qui porte ce propos-là très bien, mais la révolution est aussi amenée au sein de l'architecture. Donc, je reviens à mon histoire. Il y a 50 ans, on a fait ce choix-là de déléguer finalement, de donner le crayon à la voiture, le coupable idéal, et lui donner le crayon et le rôle, avec pour rôle de dessiner nos villes. Preuve en est ce point P. Hein, ce point P, sans doute, a émergé comme ça, sur une zone commerciale, etc. Alors, ironie de l'histoire, hein, on fait du réemploi dans un point P, c'est quand même intéressant de s'appuyer sur l'histoire des lieux. J'y suis particulièrement attaché, j'ai été salarié du groupe Saint-Gobain dans la branche distribution matériaux, j'ai travaillé dans des points P. C'est vous dire que tout mène à l'urbanisme. Alors, aujourd'hui, on a choisi ce modèle-là, on est au bout de ce modèle, puisque contrairement à ce qu'on nous dit, on n'artificialise pas un département tous les 10 ans, mais tous les 20 ans, mais ça fait quand même une vingtaine de Notre-Dame-des-Landes tous les ans. Et on voit bien qu'on est au bout à la fois de l'atteinte aux ressources, aux milieux naturels, aux terres agricoles, mais aussi on est au bout d'un système qui repose essentiellement sur la mobilité automobile, avec tous les impacts que ça a, et aussi qui vient fragmenter complètement socialement nos territoires. On a mis à la porte d'un certain nombre de territoires, notamment des métropoles attractives, toute une partie des familles, avec une vraie fragilité associée à la fois à une éventuelle crise pétrolière, mais aussi aux enjeux climatiques. On est au bout d'un système, de toute manière, on n'arrive plus à rouler avec nos bagnoles, on n'arrive plus à faire le tour. Et comme le disait récemment un élu local, sans doute du XXe siècle, dans un débat que j'ai eu sur France Culture, non mais vous comprenez, il faut bien qu'on fasse des espaces, il faut bien qu'on artificialise des espaces pour avoir de l'emploi et qu'on fasse des routes. Regardez, j'ai mis 3 heures pour rentrer dans Paris. Et on est encore là-dessus. C'est-à-dire qu'on pense encore qu'il faut faire des zones d'activité parce qu'on a des problèmes de circulation, alors qu'évidemment, il y a un lien entre les deux. Et on a complètement perdu cette vision systémique de ce qu'est la ville. Ce n'est pas une politique d'attractivité économique, ce n'est pas une politique d'habitat, ce n'est pas une politique de mobilité, ce n'est pas une stratégie agricole, c'est l'ensemble de tout ça. Et il faut donc qu'on remaille tout ça avec, à mon sens, un objectif qui est de protéger nos sols, non pas pour les protéger en soi, mais parce que finalement le sol, c'est un bon sujet de conversation, c'est une bonne clé pour, in fine, faire une ville qui soit une ville frugale. Alors certes en sol, mais donc en mobilité, donc en matériaux, etc. C'est pour ça que je prône l'idée de passer d'un urbanisme linéaire,
sur lequel on vient consommer le sol agricole, 30 000 hectares par an, essentiellement du sol agricole. Ne croyez pas ceux qui vous disent que c'est les forêts qui mangent les champs, c'est bien la ville qui mange les champs. Les chiffres sont extrêmement clairs, en tout cas sur ces dernières décennies. C'est ça notre matière première qui sert à qu'on met dans l'usine à faire la ville. Et puis on crée la plupart du temps, de façon générique, une ville et donc des bâtiments qui sont soumis à des formes d'obsolescence programmée, hein, sur lesquels on ne pense pas à l'usage second, on ne pense pas à ces termes bizarres, hein, que sont, je reprends vos termes, par les programmes sous-optimal, flexible, réversible, adaptable, etc. etc. Parce qu'on vient optimiser pour un usage premier. Et c'est quoi la poubelle de la fabrique de la ville? C'est des friches, c'est des espaces délaissés, c'est des espaces sous-denses. Et finalement, des sols qui n'ont plus leur fonction agricole, mais qui n'ont pas réellement de fonction urbaine. L'alternative, c'est justement ces boucles. Et la première des boucles de l'urbanisme circulaire, c'est ne pas construire. Non, c'est utiliser mieux des bâtiments qui sont là. C'est par exemple, on publiait mercredi un article sur une école qui se transforme tous les étés en hébergement touristique. Eh ben, ça fait autant d'hébergements touristiques en moins juste à côté de l'école qui, eux, auraient été vides tout le long de l'année. Donc, c'est déjà ça. Ne pas construire, c'est finalement peut-être le premier rôle des architectes, d'où la nécessité d'une grande révision de la loi MOP, puisque vous êtes toujours payé pour construire toujours plus. Ne pas déconstruire, c'est ce que vous faites aujourd'hui sur ce bâtiment-là, c'est finalement épargner à la fois ces matériaux, mais toute cette énergie grise dans le bâtiment déjà là. C'est aussi penser aujourd'hui des bâtiments neufs, certes, mais qui seront demain changés d'usage. Et puis ne pas s'étaler, c'est à la fois densifier les espaces urbains et recycler, donc revenir au sol quand on ne sait pas donner une seconde vie à des bâtiments existants. Alors, voilà, ce qu'on vient de voir, c'est l'exemple typique du fait que j'ai strictement rien inventé, hein. Moi, j'ai mis dans un petit bouquin en 200 pages des choses qui sont déjà là. Tout est fait, tout est dit, et on n'a pas du tout besoin de revenir au laboratoire et de réinventer des choses. Tout existe déjà. Comme je disais ce matin sur une autre conférence, non, je suis désolé, il n'y a pas besoin de réformer la Constitution pour sauver la planète. On n'est pas face à des problèmes assurantiels, on n'est pas face à des blocages réglementaires et la loi ne va pas tout changer. On a déjà toutes les clés, hein. La question, c'est comment est-ce qu'on vient apprendre de ceux qui font déjà? Parce qu'on a un vrai problème, c'est que ce que vous faites, c'est très bien, c'est exemplaire à tous les niveaux, vous en cochez des cases, mais vous restez une anomalie. La vraie question, c'est comment ce que vous faites fait modèle, hein. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, non pas on industrialise des projets vertueux, parce qu'on ne pourra pas, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est une autre façon de faire, mais comment on vient massifier, hein, une autre façon de faire la ville, de faire du bâti, sur lequel on va sans doute moins construire et miser plus sur l'intelligence, parce qu'on en aura besoin de plus pour travailler sur les espaces habités, bâtis, etc. On va changer, hein, de matière grise, moins de béton et plus d'intelligence, mais comment est-ce que tout ça fait modèle? Et finalement, toujours notre problème de point de référence, hein, le shifting baseline de Paoli, je vous invite à aller voir sur YouTube ces vidéos, c'est absolument génial. C'est un océanographe et il nous apprend quoi? Qu'en fait, on passe toutes nos carrières à essayer de se raccrocher à ce qu'on a toujours connu. C'est le problème des océanographes, c'est aussi notre problème et c'est aussi le problème quand on doit changer de modèle, c'est qu'on est bloqué, on a nos deux pieds dans le même soulier, on est sur nos références et ça fait peur de sortir du référent. C'est pour ça que moi je suis remonté un peu avant dans le bouquin pour montrer que ce point de référence, il est récent, hein, on est sur une façon de faire la ville récente. Ça veut dire qu'évidemment, demain, on va changer et on a toujours changé avec les ruptures. Finalement, quand on regarde en arrière, on les voit même plus. Donc, on est face à, certes, aux grands enjeux du siècle, mais surtout, collectivement, je pense qu'on est alors autour de la table sans problème, mais enfin, partout, y compris au Parlement, où on a la loi issue des débats de la Convention citoyenne pour le climat qui rentre en débat. Je pense que partout, on a bien conscience qu'on est dans l'impasse. On a aussi bien conscience que la loi SRU disait globalement ce que je viens de vous dire il y a 20 ans, il y a 21 ans même maintenant. Et qu'on doit bien toucher, non pas la loi, mais le cœur du système. Donc ça, on a besoin d'acteurs, on a besoin de remonter, de tirer des expériences, de voir à la fois
dans votre expérimentation ce qui est sympa, mais ce qui est sympa chez vous. Et on doit voir aussi ce qui est utile et ce qui est utile pour d'autres. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on monte en généralité, comment est-ce qu'on on arrête de réinventer le fil à couper le beurre dans tous les territoires. Je suis désolé, il y a d'autres territoires qui sont aussi avancés, y compris sur la question du réemploi. Comment est-ce qu'on sort de nos frontières nationales pour tirer des leçons d'autres territoires et d'autres enjeux. Donc voilà, nous c'est ce qu'on a commencé à faire avec ce bouquin, évidemment, que je vous invite à lire, où on donne la parole à ceux qui font, aux pionniers. Voilà, on n'a rien inventé. Il y a la moitié du bouquin qui c'est des interviews de gens qui font. Et c'est le boulot qu'on continue de faire dans la newsletter là, sur Dixit.net, mais que je vous invite à, au-delà de la newsletter, j'invite à partager ces retours d'expérience et je vous invite surtout à ne plus rien inventer et à aller repomper les idées des autres parce qu'il n'y a pas grand-chose finalement à inventer. On a besoin de peu d'innovation. Les solutions sont là. Ça tombe bien parce qu'on n'a pas le temps. On n'est pas des constructeurs automobiles. Nous, on construit un truc qui est extrêmement long, qui a une durée de vie phénoménale. Et donc, en fait, pour la ville de 2050, la ville du futur est déjà là. Donc, il faut qu'on la travaille. Voilà. J'avais envie de reprendre plein de trucs, mais voilà, point P. Si vous pointiez un truc intéressant, plein de trucs intéressants, hein. Donc, on le voit bien, on a d'autres nouveaux métiers, etc. Il y a cette idée du small is beautiful. On n'est pas à Paris, on est en Normandie et ça se passe toujours mieux. Écoutez, si vous voulez. Voilà, moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas parce que je fréquente aussi beaucoup de territoires où c'est small et c'est pas beautiful du tout et où c'est loin d'avancer. Le fait est par contre qu'on a bien un problème sur la question de l'échelle du réseau d'acteurs puisque l'enjeu là-dessus, c'est de faire bouger un réseau d'acteurs. Et quand on essaie de créer une filière, c'est le cas du réemploi, hein, mais plus globalement, le fait de travailler dans cette logique-là, on est finalement sur un collectif qu'il faut arriver à faire bouger. On a des formes de grandes controverses sur lesquelles on doit arriver non pas comment dire, à mettre tout le monde d'accord. On cherche souvent le consensus. C'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est de trouver la masse critique pour faire basculer le système. Donc, il faut arrêter de perdre du temps hein, avec les ostrogoths et les représentants du XXe siècle. Il faut passer du temps avec les gens qui doutent. Et la question, c'est comment est-ce qu'on crée, y compris dans les métropoles, des échelles de jeu d'acteurs qui sont suffisamment appréhendables pour qu'on arrive à les travailler dans leur globalité. Et ça fait partie de compétences qu'il faut qu'on acquiert, en fait, y compris dans des écoles d'architecture, dans des formations d'urba, etc., parce que je pense que c'est le cœur des métiers de demain pour arriver à faire la ville et à faire évoluer les collectifs. J'ai dit beaucoup de trucs. Voilà. Non, mais passionnant. Là, ça a l'air d'être une dynamique qui commence, avec cet urbanisme circulaire, ça commence. Nous, c'est vrai que Territoire Pionnier, on essaye avec Chantier Commun justement de rassembler les acteurs. On voit aussi le réseau des acteurs du réemploi qui se réunissent. Comment justement s'organiser les uns les autres pour pouvoir arriver à cette masse critique. Est-ce qu'il y a, je sais pas, vous qui circulez pas mal et qui voyez comment, est-ce qu'on est juste des pionniers ou il y a déjà une masse importante d'acteurs qui sont en train de se mobiliser? Non, on voit bien que ça doit se faire localement. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment. Et puis il y a plein d'échelles qui sont imbriquées, que ce soit la planification à un moment des territoires qui tournent le dos à l'étalement urbain, non pas de façon idéologique, mais parce qu'ils comprennent aussi que c'est de fait abandonner l'existant et donc abandonner ceux qui sont là. Et là, on a quand même beaucoup de territoires qui avancent sur cette question-là. Preuve en est, on parle depuis 2 ans du zéro artificialisation net, hein, c'est le programme biodiversité. Personne ne sait ce que ça veut dire en fait. C'est un truc complètement flou qui porte débat. Et pour autant, c'est déjà mis en application par des régions dans leur SRADET. C'est-à-dire, ça a été approprié, ça a déjà des effets sur le réel, alors que ce n'est pas encore passé dans la loi. C'est hyper intéressant. Changement de... si on abandonne la recherche du territoire qui serait exemplaire, on a plein de communes en fait qui se posent la question à un moment de répondre à des besoins, y compris de façon plus frugale. Ça a été dit aussi, hein, l'intervention que vous venez de faire, elle est beaucoup plus économe qu'un équipement public neuf. Alors peut-être aussi parce qu'il y a un taux de comment dire, de mobilisation des acteurs
qui est important, voire trop important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand ces démarches-là se banalisent, en fait. Et là, ça devient vraiment intéressant. Je pense que sur les boucles de réemploi, on commence à avoir des trucs qui fonctionnent bien dans certains territoires, mais qui restent émergents. On n'est pas encore au niveau de Bruxelles, par exemple, sur lequel il y a quand même plein de trucs qui sont… voilà. Et là, je suis désolé, le small is beautiful, il ne marche pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a bien des effets de masse critique qui font que la mine urbaine, elle est suffisamment grosse pour qu'on puisse taper dedans à courte distance, hein. Donc, on a des échelles différentes. On a beaucoup de territoires qui se posent la question des espaces économiques. Ça, je trouve ça intéressant. Il y a une prise de conscience ces dernières années sur le fait que finalement, on mangeait beaucoup de foncier sans pour autant créer beaucoup d'emplois. Donc voilà, je n'ai pas répondu vraiment à votre question. Il y a des initiatives un peu partout. Il n'y a pas de territoire exemplaire, mais je pense qu'il faut arrêter d'en chercher. Il y a beaucoup de gens qui font, et puis c'est en train de percoler dans les politiques publiques, hein, notamment sur les questions de recyclage. Vous avez en Normandie un établissement public foncier de façon historique. Juste à côté de chez vous, en Bretagne, c'est beaucoup moins historique et pour autant, c'est très actif. Ce n'est pas le cas sur tous les territoires, hein. Micro, Elisabeth. Merci. Non, je dois demander l'autorisation à Kieran pour pouvoir parler. Merci Sylvain. Je vais peut-être prendre des questions ou en tout cas poursuivre les échanges. Peut-être Benjamin et Léonard, vous vouliez réagir à ce dont a parlé Sylvain, ou peut-être aller un petit peu plus loin pour poursuivre votre intervention. Oui, il y a 2-3 choses qui m'ont vraiment intéressé dans ce qu'a dit Sylvain. Déjà, il y a l'idée d'arrêter d'inventer. Ça, je trouve ça assez évident. Et ça me fait penser à Yves Citon qui dit une phrase que je trouve super, qui est qu'en gros, il faut faire que notre travail, c'est de faire circuler au mieux possible les bonnes idées, et que cette circulation-là participe au fait de freiner les mauvaises idées. J'ai l'impression que c'est la manière dont il faut travailler aujourd'hui. L'idée d'arrêter de construire, elle me semble aussi évidente, et c'est un peu ce que je voulais dire quand je disais que ce serait bien qu'il y ait une sorte de nouvelle vision de ce qu'est l'écologie en architecture, qui est l'écologie, c'est pas un écoquartier sur des terres agricoles, quoi. Et il y a beau avoir des super isolants et un bardage de droit local, c'est pas écolo. Et que peut-être qu'une rénovation avec des matériaux pas parfaitement écolos reste plus dans une idée logique de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. La dernière chose, c'était quand il parlait de à quel moment que notre travail ou notre comportement pouvait être une anomalie parce que c'était difficile de massifier ce genre de phénomène. Moi, je suis d'accord, et là où j'ai du mal à voir la manière dont on peut massifier, c'est que pour moi, la manière de faire aujourd'hui, c'est que justement, chaque projet doit être du cas par cas, et que chaque mini-solution dans un projet doit être du cas par cas, et que c'est pour ça qu'il faut que tout le monde, que tous les intervenants comprennent qu'on prend plus de temps maintenant, on va moins vite maintenant qu'il y a des années, mais parce qu'on essaye de faire moins de conneries. Et donc, on essaye de ne pas reproduire un système ou un modèle qui, soi-disant, marchait. En fait, ça ne marchait pas. C'est juste qu'on le faisait tout le temps. Et c'est pour ça qu'on est obligé de refaire toutes ces phases-là. Et que chaque phase et chaque question est une réflexion au cas par cas. C'est pour ça que pour moi, massifier, c'est prenons plus de temps pour faire les choses. Sylvain ? J'ai juste une précision pour aller tout à fait dans votre sens, hein. Pour moi, massifier n'est pas industrialiser, hein, c'est différent. Il faut qu'on arrive à massifier des formes d'artisanat, et en effet, en passant plus de temps, en mettant donc plus de matière grise et moins de béton, donc plus d'intelligence, mais aussi en passant plus de temps. Et je ne suis pas certain que ça prenne plus de temps, en fait, hein. Quand on voit le nombre d'échecs de projets qui partent, sur lesquels on crée des lois de simplification, on vient adoucir, hein, le réglementaire, et pour autant, on a du contentieux derrière. En fait, on se dit que dans bien des cas, on pourrait y passer moins de temps. Et bien, il se trouve que sur l'entrée du contentieux, par exemple, quand on travaille l'existant, on a moins de contentieux, donc on perd moins de temps derrière. Donc peut-être qu'on passe plus de temps à faire projet, mais on le fait vraiment, hein, on va au bout.
et on a moins d'allers-retours qui sont associés à ça. Donc, même là-dessus, je pense, il y a le prix, mais même là-dessus, sur la question du temps, déjà, on fait la ville sans doute un peu trop vite, mais même sur le temps, je pense qu'en fait, on peut en gagner par rapport au traditionnel. Merci. On va passer peut-être à un temps d'échange s'il y a quelques questions chez les participants à cette rencontre. Je ne sais pas comment vous pouvez vous manifester. Le chat, on n'ose pas trop le rouvrir suite au traumatisme qu'on vient de vivre de ce piratage, mais je pense qu'on peut quand même y aller. Peut-être… A priori, vous pouvez vous signaler dans le chat et je peux réactiver votre micro. Ouais. Ah, Frédéric Adam voudrait apporter une précision, Karen. Oui, merci beaucoup. Pour revenir un petit peu sur la question des coûts, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais notre mission, c'est de faire une étude de faisabilité technique et économique. Et effectivement, l'enjeu, c'est quand même de regarder sur ce projet, qu'est-ce que ça coûte de faire différemment que d'habitude, quels moyens il faut mettre, même si ce n'est pas forcément un surcoût important, il faut investir, il faut mettre des moyens dans un lot réemploi pour faire du réemploi, et ensuite peut-être qu'on fera des économies sur des fournitures de matériaux en neuf, et si on s'est bien débrouillé, on arrivera à un équilibre financier. Mais aujourd'hui, comme ça reste de l'expérimental, il y a quand même un vrai sujet économique et qui dépend beaucoup du contexte dans lequel on travaille. Et pour revenir un petit peu sur la différence entre les territoires, effectivement, il y a plein de monde qui travaille dessus, et on a la chance de participer à des réseaux d'envergure nationale. On était la semaine dernière, je crois, avec des Marseillais qui font quasiment pareil que nous, et on était super contents de pouvoir échanger avec eux. Et pour revenir quand même sur la différence entre les territoires, par exemple, là, on est en train de travailler en Normandie sur la mise en place d'une plateforme locale de réemploi. Donc, l'idée, c'est d'avoir physiquement un lieu pour accueillir les matériaux, faire tampon entre des plannings de projets qui sont compliqués. Eh bien, tout simplement, à Paris, cette plateforme, elle n'est pas faisable parce qu'en fait, ça coûte trop cher, le foncier est trop cher. Voilà, en tout cas, le modèle économique aujourd'hui ne marche pas. Par contre, à Caen, en fait, on peut commencer à réfléchir parce qu'il y a tout simplement des caractéristiques du territoire qui sont différentes. Alors, effectivement, à Paris, il y aura d'autres solutions qui vont se mettre en œuvre avec plutôt des plateformes en ligne et du travail sur le flux tendu pour éviter justement les coûts importants liés au foncier pour le stockage. Bref, mais chaque territoire a ses difficultés, ses atouts, et c'est vrai que nous, on voit qu'en Normandie, il y a quand même pas mal de sujets intéressants qui peuvent être poussés. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on y travaille. Il y a une question de Delphine Réel. Pouvez-vous nous rappeler les sites de pré-emploi? Je ne vois pas trop, notamment pour les maîtres d'ouvrage privés. C'est plutôt réemploi, le sujet dont on parle aujourd'hui. Voilà. Et les sites de réemploi, peut-être Valentin, dans les plateformes qui sont aujourd'hui en activité en région, accessibles à des maîtres d'ouvrage privés, est-ce que tu peux nous donner des informations? Si ton micro est actif, non? Peut-être Karen. Yes, merci Karen. Et alors, plateforme active. En Normandie, il n'y a pas vraiment de plateforme. Si on parle de plateforme dans laquelle on peut s'approvisionner en matériaux de réemploi, il y a des entreprises qui proposent des matériaux anciens, notamment. Après, si on est sur les matériaux du second œuvre du bâtiment, je pense à des radiateurs, des sanitaires, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre qui est structurée sur le territoire. En revanche, il y a des entreprises qui sont en capacité de faire du sourcing de matériaux, donc d'aller chercher des matériaux à partir d'un cahier des charges ou tout simplement de mettre en relation chez un maître d'ouvrage les opérations de déconstruction avec des opérations de construction. Déjà, de regarder au sein même de son organisme, il y a des possibilités. Nous, on l'a vu sur la grande halle, hein, le principal fournisseur, c'est le maître d'ouvrage lui-même, parce qu'il construit, mais il déconstruit à côté. Voilà, pour répondre, il y a la possibilité d'acheter des matériaux anciens en région Normandie. Il n'y a pas de plateforme de matériaux de réemploi courant du bâtiment.
Par contre, il y a toute la matière grise pour trouver des solutions et intégrer des matériaux de réemploi. Merci. Dans le chat, il y a Chloé Saint-Martin de l'ADEME là, qui nous parle de la ressourcerie du SDO Mode. Oui, effectivement, dans les ressourceries, parfois, on peut trouver un rayon matériaux du bâtiment. Ouais. Voilà, il y a aussi Opalis, les plateformes des maths. Voilà. On aura gagné quand il y aura un rayon chez Point P. Exactement. Voilà. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ou d'autres personnes qui voulaient compléter les propos? Je vois Emmanuel Ono qui avait... Emmanuel Ono qui souhaite parler. Donc Emmanuel Ono qui travaille à la région sur la politique économie circulaire. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Tout à l'heure, vous évoquiez le rôle de la maîtrise d'ouvrage qui effectivement qui est là pour impulser et booster un petit peu tous les sujets qu'on a évoqués cet après-midi. C'était juste pour vous informer qu'avec Chloé Saint-Martin de l'ADEME, on va lancer très très prochainement le dispositif d'accompagnement de collectivités pour qu'elles puissent effectivement élaborer en même temps leur stratégie d'achat exemplaire dans le secteur du bâtiment et en même temps expérimenter le réemploi, la prévention et la gestion des déchets. On n'a pas trop parlé du déchet en tant que tel dans le secteur du bâtiment, mais ce sera vraiment un des enjeux de cet accompagnement, de réduire la production de déchets dans la phase de chantier. Donc, l'ensemble des informations sera très prochainement sur Nessie pour celles et ceux qui souhaitent avoir un peu plus de compléments. Voilà. Merci Emmanuel. De rien. On a dans le chat une petite remarque. Je soumets l'idée du rayon à ma direction du Point P. Donc, on a des personnes de Point P qui sont à l'écoute là. Et oui, en effet, ça peut être un des rayons d'avenir des futurs Points P. Alors, j'en profite car j'ai encore la parole. En région Normandie, on va essayer, bon, c'est un autre sujet, hein, mais comme je vois qu'il y a un représentant de la grande distribution, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler avec eux sur la phase de collecte des déchets de chantier, notamment en vue de favoriser le réemploi. Donc, si cette personne, si on pourrait être en relation, ça m'intéresserait pour pouvoir travailler ces sujets-là. Parfait. D'autres interventions? D'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Écoutez, on est parfaitement dans le timing. Hein. On s'était dit, nous, 1h30. Il est 15h59. Voilà, bah, si c'est bon pour vous. Donc, je vous invite à rejoindre le chantier commun parce qu'il y a encore, on commence juste l'événement, donc il y a encore des propositions jusque début avril même, voilà, avec notamment la visite au WIP de la plateforme de réemploi. On a des conférences aussi qui sont pas forcément sur le réemploi, mais qui sont plutôt sur des enjeux stratégiques ou en tout cas des enjeux contemporains, comment aborder le monde dans lequel, le monde surtout qu'on est en train de construire aujourd'hui, avec les 2 conférences inaugurales qui étaient vraiment très intéressantes la semaine dernière. Et puis, merci à tous les intervenants qui se sont mobilisés cet après-midi, qui nous ont rejoints, qui ont passé ce temps avec nous, qui nous ont apporté leur éclairage. Et puis, rendez-vous l'année prochaine pour la visite de ce pôle ESS à Falaise, puisque le chantier normalement sera terminé ou sera en voie d'achèvement. Et essayons chacun là où nous sommes, là où nous agissons, d'intégrer toutes ces questions les mettre vraiment au cœur de nos pratiques pour pouvoir leur permettre de se développer un peu partout. Voilà, merci à tous.